Salut Christophe, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Et donc, d'emblée, pour les personnes qui ne te connaissent pas, la première question que je pose toujours à mes invités, c'est justement, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te rencontrent ou qui ne te connaissent pas? Oula, ça c'est une grande question toujours. Et Alors, elle est large, elle est vaste. elle est très, très large et de la manière la plus simple. Je m'appelle Christophe Bichet, je travaille comme conférencier et comme coach de vie, mais ma passion première, c'est l'escalade. C'est ma plus grande passion, c'est ce que je sais faire de mieux, c'est de grimper, c'est ça. Et je me présente aussi parfois comme un malade professionnel et comme un sportif professionnel. On Excellent. verra peut-être pourquoi. C'est ça. Voilà. Très bien, super l'intro. Et en général, je propose aussi, pour commencer les interviews, justement, avec mes invités, je leur propose un jeu. Puisque le propos du podcast, c'est la divergence, et du coup, c'est de proposer un jeu. C'est OK, pendant un instant, avant de commencer, donc là, tu nous as un petit peu dépeint qui était Christophe Bichet. Maintenant, on va, pendant 2 secondes, oublier qui est Christophe, enfin, oublier, non, mais mettre de côté l'être humain Christophe Bichet. Et Ouais. la proposition, c'est de dire, bon, et si tu étais autre chose qu'un être humain, Christophe, tu serais quoi? Tu serais, je sais pas, et pourquoi surtout tu serais cette chose-là, une couleur, une Hmm. saison, peut-être une montagne comme tu aimes la grimpe, j'en sais rien, mais voilà, voilà, qu'est-ce que tu serais et pourquoi? Écoute, c'est une très bonne question. Moi, j'aime bien l'écureuil. Je me verrais bien comme un petit écureuil, tu vois? Donc, qui gambade comme ça avec légèreté, avec un petit peu de grâce et puis, bon, qui se fait un peu discret quand même, mais qui aime les arbres, qui aime s'amuser quand même, l'air de rien, dans les arbres, à sauter de branche en branche comme ça. Voilà, c'est le Je premier je truc qui me vis vient en bien, tête. ouais, et en plus ça Ouais, grimpe effectivement aux ouais. donc il y a quand même un peu de grimpe derrière. Voilà, Et ouais. et ce côté légèreté. OK, cool, Ouais, génial. ouais. Je te remercie du coup de t'être prêté au jeu, Je t'en et du prie. coup, merci à Chris l'écureuil, d'être, d'être venu, nous apporter sa touche de légèreté et de voilà, tu sais, le côté un peu ludique comme ça, qui saute de bran sautillant et tout ça. Ouais, c'était ça, C'est ce que je c'est vois en ça. tout cas quand comme tu me le dis. Mmh. Et du coup, le propos des podcasts, c'est justement de permettre aux personnes de pouvoir, raconter leur histoire, et j'avais très envie de t'écouter et de raconter ton histoire, et l'invitation, c'est vraiment, raconte-nous ton histoire, tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux et tu Mmh la mh. termines où tu veux. Ah oui, dis donc, ah oui, c'est très, 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 très large. Ouh! Alors, une histoire. Il était une fois il était une fois un petit garçon qui est né en Norvège avec, un grand frère et un petit frère et une famille qui allait très, très, très bien. Hem, Ce petit garçon, il était tellement bien dans sa famille, à faire, du ski de fond sur les fjords, à être, enfin voilà, tu avais l'impression que c'était la petite maison dans la prairie version Norvège, hein. Mais, à un moment donné, alors que tout allait bien, c'est souvent là que ça se corse, il se passa un drame Mmh. et ce drame, ça commença par des bleus sur le corps, des bleus Mmh. sur le corps, tout simplement. Et les parents de ce petit garçon, ils s'inquiétaient pas trop au début parce que des bleus sur le corps, vu les activités qu'ils faisaient, ça les étonnait pas trop, trop. Ouais, c'est ça. C'était normal. Mais après quelques examens, quelques analyses, après être passé de médecin en médecin, en fait, la gravité tombe et l'enclume tombe et on a appris, en fait, que ce petit garçon était atteint d'une maladie génétique rarissime qui s'appelle la maladie de Fanconi et qui lui donnait une espérance de vie de, allez, peut-être, une quinzaine d'années maximum. Mmh. Avec tout son lot de problématiques, probablement des cancers, une greffe de moelle osseuse, enfin, Mmh en mh. gros, heu, en gros, la petite maison dans la prairie, est passée du côté d'Arc, hein. Ouais, c'est ça. Mmh. Voilà, donc c'est comme ça que mon histoire, elle a commencé tout simplement et pour raconter de manière un petit peu, condensée tout ça, donc effectivement, ça a été quelques années un peu compliquées, un peu pénibles et il a fallu que effectivement je passe par une greffe de moelle osseuse, Mmh. mais
on a dû attendre, 6 ans avant de trouver un donneur compatible. Ah ouais. Ouais, donc une période d'attente, que ce soit pour moi, pour mes parents, pour mes frangins aussi évidemment, enfin pour toute la famille parce que tout le monde est impacté comme tu sais, hein, Mmh mh. quand il y a des trucs comme ça qui arrivent et en plus de ça, il faut dire que les chances de survie étaient d'1 chance sur 4 à l'époque. Ah ouais. Donc même si tu trouves un donneur compatible, bah, sur 4 personnes, tu en as quand même 3 qui terminent dans un cercueil ou une petite urne, voilà C'est ça? et il y en a qu'une seule qui survit. Donc les pronostics étaient un petit peu, tendus, comme on dit. C'était Mmh. tendu, clairement. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup de chance, puisque je suis là pour raconter cette histoire avec toi, Sandra, et avec les personnes qui nous écoutent. C'est ça. Donc Mmh mh. donc c'est cool. Et puis, petit à petit, donc je me suis remis de cette, expérience parce que j'étais dans une bulle stérile pendant 1 mois et demi, 2 mois. Mmh mh. Donc, le confinement, que l'on connaît tous aujourd'hui, pour moi, c'est très familier, Ça a été ton depuis tout quotidien, petit. quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, et oui, oui, les masques, tout ça, je connais, pas de problème les gars, ça roule. Mmh mh. Tu Mmh. ah là là, enfin. Donc cette 1re grande difficulté passée, il y en avait une deuxième qui allait arriver, mais beaucoup plus tard, qui a été que, j'avais des chances d'avoir des cancers qui étaient multipliés par, 400, 4 000 Ouais. fois par rapport à la population normale. Mais entre-temps, j'ai fait la connaissance de l'escalade Mmh mh. et l'escalade, ça m'a tout appris, on peut le dire. Ça m'a tout appris. Ça m'a tout appris. Ça m'a appris à devenir la personne que je suis aujourd'hui, Ouais. tout simplement. Ouais. Et en fait, que ce soit le milieu, que ce soit l'activité en tant que telle, que ce soit le partage ou la nécessité d'apprendre à faire confiance à la personne qui tient la corde en bas, ça m'a appris à me dépasser, ça m'a appris à dépasser mes peurs, ça m'a tout appris. Ça m'a vraiment tout appris. Mmh. Mmh. Et du coup d'ailleurs, ce sport qui au début était, une envie, une découverte avec mes parents, bah, j'en ai fait une passion et j'en ai fait un métier parce que j'ai enseigné l'escalade en tant que moniteur, formateur pendant plus de 10 ans, jusque loin puisque j'ai été le coach, le préparateur mental de l'équipe de France d'escalade pendant quelques années et donc j'ai eu la chance de faire, beaucoup de choses dans ce milieu-là, dans ce monde-là et malgré tout ça, il y a quand même cette fameuse maladie de Fanconi qui m'a rattrapée Mmh mh. à un moment donné. C'était vers les 22 ans et à 22 ans, j'ai eu, des cancers. C'était écrit sur le papier, c'était prévisible, mais bon, même quand tu le sais, ça fait chier quand ça arrive quoi, tu Ouais, vois? c'est sûr. C'est sûr. Ouais, ça fait un peu chier donc des cancers de la bouche, de la langue à 22 ans, à 23 ans. En 2017 et encore, très récemment, en fait, en décembre 2020, un cancer de la gorge. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon quotidien, en fait Mmh. et toute la difficulté de mon parcours, ça a été de continuer, non seulement de vivre, d'avoir des projets pour l'avenir, mais surtout de bien vivre, si tu veux, pas simplement être dans la survie. Ouais, c'est clair. Et ouais, mais vraiment faire de mon mieux pour pour passer au-delà de toutes ces difficultés et en plus, tant qu'à faire, de les utiliser honteusement dans tous mes métiers pour gagner ma vie avec. Soyons Ouais. clairs, si je gagne ma vie aujourd'hui en tant que conférencier, en tant que coach de vie, c'est grâce Mmh. à mes cancers et grâce à ma maladie. C'est bizarre de le dire comme ça Mmh. et je peux le dire bien sûr aujourd'hui, maintenant, avec tout le parcours que j'ai eu, mais mais c'est factuel, c'est vrai, Mmh. c'est Ouais, c'est vrai. hyper intéressant, ouais. Donc finalement, que tu vois ça comme quelque chose qui, ben, est à ton service, enfin que tu qui te permet quand même de pouvoir, ben, justement, bah, tirer ton épingle du jeu d'une certaine manière et pas le voir comme quelque chose qui te tire vers le bas, mais plutôt quelque chose qui te permet justement d'être, tiré vers le haut. Mmh. Ouais, 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 tout à fait, tout à Mmh. fait. Alors évidemment et je pense que c'est important de le dire parce que je trouve qu'on n'entend pas assez souvent, hem,
il y a des moments où c'est dur, hein, d'accord? Heu, il y a des moments, c'est vraiment hardcore. Mmh. À Noël, là, par exemple, notre fille est née début décembre et moi, on m'a appris que j'avais un cancer de la gorge 3 jours avant la naissance de notre fille. Ah ouais. Mmh. Donc il a fallu que je gère tout ça en même temps. Donc il y a eu des moments, c'était hardcore. Mmh. Soyons se et c'est OK, tu vois? Ça fait partie du chemin, ça fait partie de l'aventure et quand c'est dur, j'étais pas capable de dire: «Ouais, c'est grâce à tes cancers que patati patata». Non, bien Non, sûr, bien sûr. tu vois? Donc mais n'empêche que intérieurement, j'ai toujours fait de mon mieux pour que cette question, je me la pose le plus rapidement possible. Comment je peux faire pour avancer malgré ce qui est pénible? Tu vois? C'est ça. En quoi est-ce que ça peut être utile pour moi? Et qu'est-ce que je suis en train d'apprendre au travers de ce que je suis en train de vivre? OK? Qu'est-ce que je vais peut-être pouvoir transmettre un jour, même si c'est pas maintenant, mais peut-être un jour? Mmh. Et toutes ces questions, ça me permet à chaque fois de reprendre une forme de contrôle beaucoup plus rapidement et de passer, ce que tu disais en introduction, tu vois, de passer de cette résilience à plus loin, c'est-à-dire, bah, du coup, comment je l'utilise même honteusement, quoi. Mmh. C'est délibérément, parce que c'est ce que Mmh. je fais ensuite, hein, En j'utilise, mais fait, c'est consciemment, sous en fait. excès, C'est consciemment bien sûr. utiliser ton histoire justement pour pouvoir, ben, en vivre, oui, et ouais et c'est enfin, moi, c'est marrant parce que ça fait déjà 2 fois que tu dis honteusement et que Mmh, moi, je ce mot-là, je me dis: «Bah, en fait, il y a aucune honte, en fait». C'est, intelligemment, en quelque part. C'est consciemment de dire: «Sciemment, je vais servir de modèle et sciemment, je vais utiliser ça comme une force, quoi». Et c'est changer finalement ta vision dessus. Maintenant, comme tu dis, évidemment, cette vision, tu l'as pas quand tu es, au fond du trou. et non. Mmh, Forcément, c'est pas aujourd'hui, tu me dis, «Grâce à mes cancers», j'imagine qu'au moment où, comme tu dis, où tu apprends la nouvelle, bah, ça te fait chier, quoi. Comme tu l'as dit, beh et c'est pas ouais, c'est agréable, ça. quoi. C'est ça. Non, 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 c'est ça, donc on n'est pas du tout dans une dynamique, de déni et c'est très Ouais, c'est ça. important de le dire et d'optimisme béat et ça va aller, tout va bien. Non, non, pas du tout les gars, c'est pas le propos ici, d'accord? Mmh mh, mmh mh. Non, non, Toutes mais les phases, elles sont importantes. c'est ça, c'est ça. C'est hyper intéressant parce que tu vois, justement, j'aime bien aussi demander aux invités qu'est-ce que justement leur histoire leur a appris? Et tu me disais qu'en cours de route, ben, l'escalade a croisé ta route et que tu dis que ça t'a tout appris et du coup, j'aimerais bien que tu nous en dises un petit peu plus sur qu'est-ce que l'escalade en particulier t'a appris, mais qu'est-ce que justement tous ces moments charnières, où ta vie bascule de la petite maison à la prairie, où tu apprends que cette maladie qui est vraiment rare, au moment où tu parles de la greffe, je ne sais pas à quel moment c'est, mais c'est avant les 22 ans, j'entends, donc Mmh. à quel âge tu apprends? Enfin, tes parents apprennent, ta maladie d'ailleurs? Alors c'est quand j'étais très jeune, j'avais 5 ans. Voilà, à 5 ans, donc on apprend que tu es malade. Après, entre 5 et 22 ans, tu as une greffe au milieu là, avec une chance Ouais, sur 4. Tu as quel âge à ce moment-là? là j'ai 10 ans, entre 10 Ouais. et 11 ans. Donc, c'est ça, c'est à 10 ans, du coup, tu es déjà un peu sur 1/4, Mmh, la roulette de Russe. Au final, ça se passe bien et puis à 22 ans, du coup, là, tu as ton, 1er cancer qui se déclare, c'est ça? mmh, ouais, c'est ça. OK. Donc, tu vois et toutes ces étapes-là, j'imagine que chaque étape, tu as quand même appris, même à 5 ans, j'imagine que ça doit être quand même quelque chose qui t'a marqué, impacté et qu'est-ce que tu en as retenu de ce moment charnière-là? Qu'est-ce que tu as retenu de l'autre moment charnière de ta Mmh, greffe de moelle osseuse et qu'est-ce que tu as retenu des 22 ans et même d'après? Je serais curieuse de voir, mmh. qu'est-ce Alors que ouais, ouais, tu as aimé ouais, ça partager par rapport à ça? c'est des très bonnes questions effectivement, Sandra. Et ma première réponse, c'est à 5 ans, j'ai rien appris du tout parce que j'étais trop jeune Ouais, pour donc je peux te dire qu'après en tant qu'adulte, j'ai compris peut-être certaines choses, mais c'est pas honnête, heu, ouais, d'accord. tu vois? Parce que les premiers souvenirs remontent à ça, donc moi, si tu veux, j'ai toujours vécu avec, cette identité-là, Ouais, ce que j'appelle malade professionnel, ouais. tu vois? Et on en parlera peut-être un peu après aussi parce que c'est important, cette transition de malade professionnel à autre chose du coup. Yes. Mais, mais pour moi, ça a toujours été une normalité
d'être bon en tant que malade, en tant que Mmh. personne avec une maladie rare. C'est ça. Et et à 11 ans, tu vois, vers 10-11 ans, cette greffe de moelle osseuse et ben, ça m'a appris un truc assez étonnant, en fait, qui est que, je me rappelle de quelque chose de très marquant qui était un peu étonnant, mais lorsque j'étais dans cette bulle stérile, Oui. donc je ne sais pas combien de mètres carrés, il y avait la place de mettre un lit, une chaise, j'avais un piano électronique à côté et puis les toilettes, puis un lavabo, donc Mmh. il y avait vraiment pas de place et et bizarrement, ce qui me rendait le plus heureux à ce moment-là, c'était de savoir que mes frangins s'amusaient à l'extérieur et par exemple allaient à Euro Disney ou faisaient un truc cool le week-end OK. et ça me faisait du bien et sur le moment, je ne me suis pas expliqué pourquoi, si tu veux, mais mais après coup, je me suis rendu compte que la première grande leçon que j'ai tirée de cette période, c'est qu'en fait, quand ça va pas, mais tu as besoin de voir des personnes à l'extérieur pour Mmh. qui ça va bien Mmh. et tu as besoin de te réjouir pour elles. Parce que et le but d'une personne malade, c'est quand même de sortir de son trou, d'accord? Donc le monde à l'extérieur doit être, positif, inspirant, excitant C'est ça. Lui donner envie et quoi, quelque part, ouais. ben oui et pour qu'au moins, et ben, la personne qui est pas très bien soit capable et qu'on lui donne envie de se projeter dans un avenir meilleur, dans un futur meilleur, quoi. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la condescendance, quoi, avec le fait de voir les personnes malades et de se dire: «Non, mais je vais pas lui dire que moi ça roule, que patati patata» et j'admire les gens qui assument d'aller bien et d'être contents d'aller bien, Ouais, c'est ça. tu vois? Mmh mh. Et en fait, moi ça m'a beaucoup aidé ça. Ça m'a Ah, c'est énormément hyper aidé. intéressant. Donc c'est vraiment le fait d'avoir un environnement finalement qui t'est que tu j'adore le mot que tu utilises, qui était inspirant. Donc pour toi qui es malade dans cette bulle, en fait, tu es inspiré par le fait de savoir qu'il y en a d'autres et capable de te réjouir, Oui, de leur bonheur, en fait et de bah, leur oui, joie et de ce qui se passe de cool pour eux, en fait. Ça, c'est assez fort, je trouve. bah, ouais et c'est marrant parce que je je vais publier une vidéo ce soir exactement sur ce thème. Ça s'appelle, «Tout ce que tu apprécies grandit» Mmh. et si moi, dans ma bulle, je suis capable d'apprécier, bah, le bonheur et la pleine santé de mes frangins, par exemple, naturellement, c'est quelque chose qui va avoir tendance à se développer chez moi. Mmh. Ça va grandir chez moi. Donc donc évidemment, il y a les 2 parties. C'est-à-dire qu'il y a la partie moi, qu'est-ce que je peux faire pour apprécier davantage ce qu'il y a à l'extérieur, pour que ça m'inspire, pour que ça m'excite, pour que ça me sorte de mon trou, pour que ça Mmh. me dise: «Mais viens Christophe, vas-y, sors de là, c'est cool à l'extérieur, c'est chouette, va». Et en même temps, le monde extérieur a sa responsabilité de, bah, d'être bien aussi quoi, pour montrer que c'est bien. Tu vois? Pour Ouais, l'incarner ouais, pleinement. ouais, c'est ça. De pas être là genre: «Ah ben, on s'autorise pas le bonheur parce qu'il y a quelqu'un qui est malade». Enfin, c'est un peu ce truc-là que tu Exactement, dis. Ouais, 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 je vois exactement. tout à fait. C'est genre porter un poids qui n'est pas le nôtre et de prendre sa responsabilité de vivre sa vie, que la personne à côté soit malade ou pas finalement et au contraire Et de l'assumer pleinement. Mmh. exactement et je Ouais, trouve que c'est le plus beau cadeau que l'on puisse faire ouais. aux personnes qu'on aime. Alors pas évidemment surjouer le bonheur et se la raconter, tu vois? C'est pas le sujet quoi, d'accord? Mais 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 faire de son mieux pour être bien dans la vie parce que c'est la meilleure manière qu'on va avoir de prouver à d'autres, bah, que c'est possible, Mmh. tout simplement, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu nous partages là. Donc du coup, cette capacité à la fois d'être inspiré par l'extérieur et du coup, bah, d'avoir cet élan de, comme tu dis, de sortir son trou en se disant: «Bah, dehors après c'est ce qu'il y a dehors est super chouette donc j'ai envie d'y aller, Mais ouais. d'aller vers quoi quelque Mmh. part» et en même temps d'être, ça c'est vers l'extérieur mais après il y a toi, de toi à toi, de comment est-ce que, ben, justement je nourris ça et que j'ai pas, enfin ce que je trouve hyper intéressant c'est cette notion de pas,
de pas être un poids quelque part pour le bonheur des autres en tant que malade ou en tant que bien portant, en fait, dans les 2 Bah sens. oui, 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 tout à Ah, fait. Et la responsabilité, elle est des 2 côtés et de toute façon, on la met que du côté des soignants, des aidants, de l'entourage ou alors que du côté du malade, du genre: «Arrête de te plaindre quoi, c'est bon» et en sois fait positif, non, hein. bah ouais, c'est alors que c'est toujours une co-responsabilité, c'est toujours une cordée, c'est comme en escalade et Ouais. ça fonctionne à 2, ça fonctionne à plusieurs. On n'est jamais tout seul, dans son monde, dans son trou quoi. Mmh. Super intéressant. Top et du coup, ça, c'est l'enseignement à 10 ans où tu as ce mémoire, cette mé enfin, ce souvenir, de voilà, de te réjouir pour tes frères et tout ça Mmh. et à 22 ans donc du coup pour, la moelle osseuse, qu'est-ce que ça t'a cette greffe-là, qu'est-ce que ça non, pardon, ça Et t'a oui, non, c'est des cancers, 22 voilà. ans, c'est le cancer, pardon, excuse-moi, je m'embrouille. À ce moment-là, c'était quoi ouais, je veux dire l'enseignement que tu en as tiré? Mmh. Alors, Ou ah, les, hein, peut-être, il y en a plusieurs. ouais, il y a il y en a eu plusieurs effectivement, mais il y a eu toute une flopée comme ça vient par grappes un petit peu, tu sais, c'est une grappe de leçons quoi. Tu fais: «Ah oui d'accord, OK, bon, OK, OK». Mais non, il y en a quand même une qui est ressortie très nettement et pour resituer un petit peu le contexte, donc à 22 ans, on m'annonce que j'ai un cancer de la bouche, sur la langue, sur le palais et qu'on va m'enlever un morceau de langue et un morceau de palais. Donc j'ai une première opération et malheureusement, quelques mois plus tard, le cancer revient, donc je dois passer par une deuxième opération sur la langue et là, par contre, ça commence à être tendu parce que les médecins ne savent pas si je vais pouvoir reparler Mmh. correctement, remanger normalement, même, réembrasser. Tu vois, quand tu as 22 ans, tu penses à tout ça, hein. C'est Ouais, c'est sûr, ouais, ouais. ouais, ça traîne en tête, hein, donc et je me rappelle très bien qu'après l'opération, quelque temps après l'opération, quelques semaines après, il y a une phrase qui résonnait très, 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 très fort dans ma tête. C'était qu'en gros, la phrase qui résonnait, c'était: «Christophe, si tu n'apprends pas à t'exprimer, à dire ce dont tu as envie, ce dont tu n'as pas envie, ce que tu veux pas, mais à le dire avec l'oralité, tu vois? Avec les mots, avec la bouche, avec tout ça quoi, avec tes tripes évidemment aussi, mais si tu arrives pas à apprendre à t'exprimer, tu vas y rester» Ouais, c'est ça, en fait. et Mmh. et pour mettre un peu de contexte aussi, c'est que jusqu'à la vingtaine, j'étais quand même un peu l'archétype d'une personne un peu chétive, un peu timide, plutôt introvertie, ce qu'on dirait, tu vois? Donc j'étais très, très, très bon pour, être exactement ce que les personnes attendaient de moi Ouais, ouais. Mmh. et notamment, j'étais un malade parfait. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, j'étais super cool avec les infirmières, avec les médecins. Dès qu'une interne voulait s'entraîner pour faire des, piqûres ou, une stagiaire et tout, je disais: «Mais pas de problème, allez-y quoi». Tu vois? C'était ouais, quoi. J'étais extrêmement bon, j'étais un expert en tant Ouais. que malade, en tant que patient, tu vois? Et en fait, j'étais une merde pour par contre être capable d'assumer mes envies et de les Mmh. dire simplement et de les dire quoi et mes envies et mes non-envies aussi, tu vois? C'est ça. Ouais. Donc ça a été un très, 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 très gros déclencheur. C'est du coup deuxième cancer où je me suis dit: «Il faut» c'est-à-dire que c'était même plus une option, j'aimerais bien, ce serait cool si j'apprenais à m'exprimer un peu mieux, j'ai envie d'être un petit peu plus à l'aise à l'oral. Non, non, pour moi Ouais. c'était, dans ma tête c'était: «Il faut que tu apprennes à faire ça, Ouais. sinon je vais y rester». C'est vital, quoi. C'est vraiment c'était un besoin vital qui s'exprimait alors à ce moment-là de pouvoir, reprendre, la maîtrise, on va dire ça comme ça, sur ton oralité, sur l'expression, c'est ça? C'est ça, ouais, tout Excellent, excellent. ouais, Mmh. ouais, Ah, ouais, super, ouais. ouais. Ça c'était un gros truc, hein. Et c'était vraiment un truc très fort parce que derrière tout ça, en fait, il y avait je m'étais pas rendu compte que je m'étais forgé l'identité d'une personne malade. Mmh. Et à cet endroit-là, tu t'en es aperçu? Ouais, Tu en as pris conscience? ouais. Oui.
c'est à cette période que, en fait, j'ai compris que je me comportais comme une personne malade, j'agissais comme une personne qui avait une maladie et toute mon identité était imprégnée par ça. Mmh. Et là, j'ai pris une grosse claque quand même parce que j'ai compris que si je voulais aller mieux, il fallait que je me débarrasse de cette identité-là, que je change vraiment d'identité. Ouais, Mmh. ouais. À 22 ans du coup? Enfin, la récidive, je sais pas si c'est arrivé beaucoup plus tard ou pas? Mais après, il y en a eu cette 2e récidive, elle est arrivée quelques mois après, donc à 22 Ouais, ans donc assez aussi. rapidement quand même. Mmh. Voilà, vers 22-23 ans et puis après il y en a eu d'autres. Mais cette 2e récidive, c'était le déclencheur de tout un tas de processus intérieurs. Enfin, ça m'a chamboulé quoi, tu vois? Ah non, mais c'est sûr. Et donc du coup, à ce moment-là, tu prends conscience que tu as l'identité du malade et que tu as un besoin vital d'apprendre à t'exprimer, à prendre ta place avec la parole, mais une autre place que celle du malade du coup, du malade Ouais, sympa, on va dire. exactement, du malade professionnel, c'est bon quoi. C'est ça. Et du coup, comment tu fais cette transition justement? Oh là là, écoute, par beaucoup de choses différentes. Par beaucoup de choses différentes. Hem, évidemment, je me suis fait accompagner, tu vois? Évidemment, j'ai fait une psychothérapie, je suis allée voir des hypnothérapeutes, enfin, j'ai fait plein de choses. Mmh. Et puis petit à petit, en fait, bah, j'ai même fini par me former et je suis devenue hypnothérapeute même par la suite. Donc ça et j'ai continué de faire, de tester plein de choses, si tu veux. Donc avec l'aide d'autres personnes, avec de la gestalt, avec enfin, j'ai fait un peu plus d'1 an et demi avec, un psychanalyste aussi. Enfin, j'ai vraiment testé beaucoup de trucs, tu vois? Mmh mh, mmh. Donc avec d'autres personnes et aussi, je me lançais des petits défis. Ouais, comme? Ouais, bah, du genre chaque mois, j'écrivais sur une grande feuille, mon défi du mois, mon challenge du mois et je me rappelle, il y avait un mois, c'était je parle avec force, avec présence et avec plus de volume, avec plus d'intensité Ouais. et du coup, je me rappelle très bien que le premier truc que je faisais, c'est que dès que j'allais chercher mon croissant en bas, parce qu'à l'époque j'habitais à Paris, dès que j'allais chercher mon croissant dans la boulangerie Pichard à Paris, tu et ben, je m'adressais à la boulangère avec cette intention de parler plus fort Ah ouais, excellent. et tu vois, j'ai fait plein de trucs comme ça un peu cons, mais n'empêche que ça m'a lancé dans une dynamique, de construction et dans une dynamique vraiment positive de faire un peu mieux tout simplement, de faire mieux. C'est des petits pas en fait, c'est ça? Tu te fixais des petits défis, des petits pas, voilà, demander ton croissant un peu plus fort et puis après, bah, t aujourd'hui tu es Ouais, conférencier donc comme quoi les oui, petits pas ça marche bien. Il est passé de commander son croissant à faire des conférences. Donc ça va. ouais, je devrais écrire une conférence d'ailleurs avec un thème comme ça, quoi. Donc justement, donc tu arrives à un moment donné, donc tu évidemment tu t'en caches pas, hein, tu dis que c'est pas un processus que tu as fait tout seul et que forcément tu as testé plein de choses et c'est super intéressant parce que tu vois justement Mmh, la divergence, c'est ça, c'est la capacité à mmh, avoir toutes les options possibles, mais ça tu l'as qu'après le moment du rebond, on va dire ouais, ça comme ça, après le rebond que tu arrives à du coup envisager toutes ces possibilités parce que il y a un truc qui t'anime en tout cas. ouais. Et ça, ce serait intéressant pour moi de voir, avec toi justement, est-ce que tu as déjà pu identifier, si on fait un pas de côté justement, globalement quand tu te retrouves face à l'adversité, donc là en plus tu en as revécu, une récemment, tu nous partageais là, en décembre dernier. Mais comment tu fonctionnes? Heu, est-ce que tu vois qu'il y a une différence par rapport à tes autres expériences? Mais quand tu es face à l'adversité, de un, quelle est ta stratégie de résilience? Est-ce qu'il y a un mot? Est-ce qu'il y a une image? Est-ce qu'il y a une vision? Qu'est-ce qui te porte du coup à rebondir? Est-ce que tu as pu identifier ça? Et la deuxième chose, c'est quelle est ta stratégie de divergence pour entre les 2? Qu'est-ce qui se passe entre le moment du rebond et le moment où tu vois les options possibles? Qu'est-ce que tu fais concrètement toi, Christophe, quand comme voilà, tu te prends un mur, qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi ta Mmh. méthodologie ou ta manière de fonctionner, quoi?
Ouais. Écoute, la manière, je pense, la plus simple que j'ai pour te décrire ça, c'est que la première chose la première chose que je fais, c'est que je vis le truc. Ouais. Mmh. Voilà. C'est pas le temps de l'analyse, c'est pas le temps de te poser des questions et tout, quand c'est dur et donc je vis la difficulté et je cherche surtout pas à l'atténuer ou à la diminuer ou à la rendre différente, quoi. Ouais, c'est Tu ça. vois? Et et ouais et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand c'est dur et c'est OK de le dire et c'est OK de le vivre et c'est OK de le partager parce que quand c'est dur. Bon, c'est la merde, quand tu as mal, quoi. Mmh mh. Donc ça, c'est toujours ma première étape. Toujours, toujours et 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 elle paraît simple celle-là, mais elle l'est pas tant que ça. Mmh. Elle l'est pas tant que ça parce qu'on veut aller trop vite souvent à l'étape d'après. Je le vois chez mes clients, ils veulent tout de suite transformer. C'est ça. Alors que d'abord, tu as besoin de passer par la colère, si c'est de la colère, quoi. Si tu es vénère, bah, tu es vénère, quoi. Moi, en décembre, mais il y a plusieurs fois, je le disais à ma compagne, je dis: «Mais ça me fait chier parce que j'aimerais être là avec vous et tout, mais je peux pas m'alimenter, j'ai pas d'énergie, mais il faut que je sois là quand même pour le bébé, pour toi et tout». C'est dur, quoi. Ouais, c'est clair. Mmh mh. Et donc je le vis, je le dis et voilà, hein, Mmh. tout simplement. Mmh. Donc la première phase, c'est vraiment de vivre pleinement, j'ai envie de dire, ce qui se passe au moment où tu te prends le mur, quoi, où tu te prends la mauvaise nouvelle. C'est Voilà, c'est de sentir le mur. ouais, c'est ça. Bien avoir la j'ai envie de dire la Voilà. trace du mur sur la joue, quoi. Exactement, exactement, tu vois? Ouais, ça fait bien mal quand même, Ouais, hein? c'est ça. Voilà, mmh, bien, bien, On est voilà un peu quoi. sur le ton de la rigolade, mais c'est je vois ce que tu veux dire, c'est vraiment tu te prends la baffe et comme tu dis, c'est pas tout de suite vouloir dire: «Bon OK, je me suis pris une baffe, maintenant j'y retourne». Non, parce qu'en fait, tu es dans Non, une forme de déni quelque part et tu coupes tes émotions, tu coupes les ressentis et exactement. c'est ça, c'est ouais, je vois. Mmh C'est vraiment et intégrer quoi, quelque part, quand tu viens de te prendre un mur. bah, ouais et sentir que tu t'es pris un mur parce que c'est important en fait, cette douleur, elle est importante. Mmh. Elle est importante parce que si tu vas pas la enfin, si tu acceptes pas de la vivre, ce qui se passe, c'est que tu la refoules, tu la mets de côté et elle va ressurgir en continu pendant des mois et des mois après jusqu'à ce que enfin, tu vois, ça va avoir plein de ramifications, ça pourrit à l'intérieur, c'est et il va t'arriver des trucs bizarres, tu vas pas comprendre pourquoi, alors qu'en fait, c'est juste parce que tu as pas accepté de vivre cette douleur pleinement, quoi, une bonne fois pour toutes. Yes. Mmh. OK. Donc ça, c'est la première phase, c'est vraiment cette phase de sentir le mur pleinement, quoi. Et la Voilà. douleur et tu dis et de pas finalement de pas l'éviter, de pas la fuir, mais vraiment de la vivre pleinement. Et puis après, qu'est-ce que tu une fois que tu as bien senti, la rugosité du mur et ta joue déglinguée, qu'est-ce que Voilà. tu Une fois que ta joue, elle est déglinguée, que tu sens que c'est de la gravité, tu la sens bien, quoi, hein, tu vois? Tu es là, tu fais: «Ouais, ouais, c'est lourd. Ouais, c'est lourd, ouais». Et ben, à ce moment-là, à un moment donné, c'est parti, malgré la gravité, il faut recommencer à grimper. Mmh. Et hem et 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 c'est là que l'escalade m'a tout appris aussi, encore une fois, hein. C'est que Mmh. tu peux pas faire comme s'il y avait pas de gravité, déjà, hein. Elle est là, la gravité, voilà, c'est comme ça, quoi. Mais à un moment donné, et si tu arrêtes pas de dire tout le temps que: «Bah, ouais, mais c'est lourd, ouais, mais c'est dur, ouais, mais c'est grave», oui, c'est bon, on a compris. Tu l'as déjà dit 100 fois. Alors, il y a des personnes qui ont besoin de le dire 2 fois, tu en as d'autres qui ont besoin de le dire 100 fois. Tu vois, Mmh mh. chacun son laps de temps aussi, hein. Mmh mh. Ça, c'est important de le d'être, d'accepter tout simplement, hein. Mais il y a un moment donné quand même, il faut dire: «Bon, bah, maintenant, c'est quoi la prise essentielle? C'est quoi le truc essentiel là maintenant?» Tu vois? Et le truc essentiel, c'est-à-dire aller chercher des petits moments, parce qu'au début, c'est vraiment des petits moments, hein, c'est pas grand-chose, hein, c'est des toutes petites zones où tu vois qu'en fait, ça va, c'est pas si mal. Et Mmh. c'est vraiment de diriger ton attention sur les premières prises. C'est quand tu commences à grimper, bah, tu commences pas avec la prise qui est en plein milieu du mur, 30 mètres au-dessus, quoi.
C'est sûr. Tu commences avec la première qui est devant tes yeux. Voilà. Et tu prends avec ta main droite la première prise, et après la deuxième. Et la première prise, ça peut être juste, là, je suis, putain, là, j'ai réussi à bouffer 2 ravioles, quoi, aujourd'hui. C'est génial, c'est Mmh. génial. Je rebouffe 2 ravioles alors qu'hier, j'en mangeais zéro. C'est ça. Et c'est mettre ton attention sur tu vois, sur ces petits instants de mieux, de ça va dans la bonne direction. C'est célébrer les petites enfin, je sais pas si on peut parler de petites victoires parce que pour moi, il y a pas de petites ou de grandes justement, Oui, mais c'est vraiment célébrer, prendre le temps. Enfin, c'est super intéressant quand tu dis: «Bah, voilà, comparé à hier où, j'en mangeais zéro, bah, là, j'en mange 2 quoi». bah, Donc ouais, oui, je suis pas en train de manger une assiette de 40 ravioles, mais là, mmh, aujourd'hui, j'en mange 2 alors que hier, j'en mangeais zéro. Donc c'est ça. c'est ça que je veux dire par petite victoire dans le sens où, Mmh. bah, oui, on n'est pas en train de manger le plat de ravioles, le dessert, l'entrée et tout ce que tu veux, Mmh, mais en tout cas, on a déjà mangé, 2 et 2 c'est mieux que hier où on en mangeait zéro quoi. ouais, exactement. C'est ça. Ouais. Et en fait, tu peux pas commencer ailleurs que là. Mmh. Non, C'est parce que c'est sinon ouais, si tu te prends, le plat de ravioles à 40 ravioles direct, ça va pas donner le même résultat. ah non, et puis évidemment que tu vas être frustré, évidemment que tu vas être vénère, que tu vas dire: «Mais j'y arrive toujours pas, ça fait vraiment chier et tout». C'est ça. Évidemment, quoi, tu vois? Ouais, donc Évidemment. ouais et c'est intéressant aussi ce que tu disais, l'image avec le qui est juste devant tes yeux, en fait. Que tu commences pas par une prise qui est au milieu du mur, justement, d'escalade, tu commences par celle qui est juste devant toi. Le Ouais. le le 1er moi j'aime bien appeler ça le premier petit pas possible Mmh. et c'est vraiment de se dire: «OK, ben, qu'est-ce que là, aujourd'hui, avec l'énergie, la voilà, peu importe la situation dans laquelle je donne 100 de mon 1 d'aujourd'hui», en gros. Exactement. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est Mmh. tout à fait ça, Sandra. C'est très, très juste. Ouais. Et de se dire: «Bah, OK, la première prise, c'est ça, c'est celle qui est à ma portée et qui me permet» et du coup, c'est ça ton mécanisme, c'est de commencer par le premier et tu Mmh. l'as dit aussi joliment tantôt, c'était comment? Là où tu mets ton attention, ça grandit? Oui, tout ce que tu apprécies grandit. C'est ça et ben, après là, ça revient à ça, en fait, c'est Bah oui, tu apprécies, la prise qui est devant toi et donc du coup, bah, ça te permet de voir celle qui est juste, après, quoi et d'y aller comme exactement. ça par petits pas. Mmh, Et intéressant. ouais, et ouais, et en fait, naturellement, ce qui se passe, c'est que si je fais ça un peu tous les jours, naturellement, je vais commencer à prendre un peu de hauteur. Ouais. Et naturellement, la gravité que je sentais bien tout au début, elle va prendre moins de place, elle va avoir moins de poids et je vais me sentir un peu plus léger. Ouais. Mmh, mais c'est important d'apprécier chaque prise, Mmh. pas le fait d'aller tout en haut de la voie et puis de faire le Mont Blanc tout de suite après, quoi. Ben non, parce que forcément que ça va engendrer de la frustration, OK? Mais ouais, juste grimper tranquillement, juste chaque petit pas, chaque petite prise et apprécier tous ces petits moments que tu peux apprécier, qui sont déjà là, quoi. Parce que c'est en faisant ça que ça va prendre plus de place dans ton esprit, dans ta tête, dans ton quotidien, dans tes comportements, dans tout, quoi. Tout ce que tu Mmh. apprécies grandit et ça va grandir, ça va prendre plus de place et donc ce qui avant te pesait beaucoup plus, naturellement, ça prendra moins de place. Mmh. Ouais. Et du coup, tu arrives à donc ça sera la deuxième phase, donc où, finalement donc j'entends la première phase, tu vis le truc pleinement, en conscience, Ouais. OK, tu as l'adversité qui est là. Le moment de résilience où tu passes, bah, voilà, je c'est quoi mon plus petit pas possible? C'est quoi la première petite prise que je peux sur laquelle je peux mettre mon attention et rester focus dessus et l'apprécier pour qu'elle Mmh. grandir de plus en plus et que, ben, j'ai le courage après de prendre une deuxième et cetera, mais vraiment célébrer, chaque prise, nouvelle prise. Et ce serait quoi la troisième phase, du coup, pour toi? Ou s'il y en a une troisième ou une quatrième, je sais pas? Avant d'arriver au moment où tu vois tous les champs de possibles. Mmh. C'est une bonne question. Alors, il y en a une quand même
moi, je le traduis comme ça, mais il y a il y a plein de manières de le dire évidemment, mais il y a un moment donné, il va falloir, lâcher définitivement certaines choses. Parce que même en faisant des petits pas, en prenant les premières prises et tout, tu y vas. Ce qui se passe souvent, c'est que inconsciemment, dans le sac, tu continues de porter, plein de choses. Dans ton sac, tu continues de porter le poids de la culpabilité, de peut-être le fait que tu as pas bien fait comme il fallait avant, peut-être le fait qu'il faudrait faire différemment, qu'il faudrait être quelqu'un d'autre, enfin tout un tas de cailloux que tu te trimbales dans ton sac et toutes les personnes qui ont fait un peu de randonnée, un peu de marche, si tu marches avec, un sac plein de cailloux, c'est plus dur. C'est possible, mais c'est plus dur et c'est un peu plus chiant, c'est tout. Voilà. C'est ça. OK. Et ouais. Et donc, à un moment donné, il y a cet apprentissage à faire qui est de décider qu'est-ce que tu vas lâcher définitivement. Et je dis bien définitivement, sinon ça revient, ça revient. C'est comme si tu dis: «Allez, j'enlève un caillou» et puis en fait, tu fais un tour sur toi-même, tu vois le même caillou, tu dis: «Allez, je le remets dans mon sac». Parce qu'en fait, j'étais plus habituée à marcher avec un sac lourd. Donc je préfère, tu vois? Ouais, c'est ça. J'ai plus l'habitude. Voilà. Et ouais, ouais. Et c'est ce que j'appelle lâcher le superflu, en fait. Et quand tu grimpes, tu es obligé de grimper en étant le plus léger possible dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Tu peux pas embarquer, tout un tas de matos à la con dont tu auras peut-être hypothétiquement besoin une fois sur 1000, Ouais. Mmh. parce que sinon ça va te ramener au sol à chaque fois. Ça va te ramener au point de départ. À chaque fois. Et tu vois, moi, le truc qui a été le plus dur à lâcher dans toute mon existence, ça a été mon identité de personne malade. Mmh. Parce qu'évidemment, il y avait plein d'avantages. Il y a plein d'avantages à être, une personne malade. C'est en plus d'être malade et puis d'être petit, on tu vois, on te protège un petit peu, on t'évite de donner vraiment des feedbacks, des On te vrais ménage, quoi. feedbacks. On te ménage. Oui, exactement, parce qu'on se dit: «Oh le pauvre, il a déjà vécu tellement de drames et de douleurs, je vais pas lui dire que, sa première conférence, c'était quand même bien de la dope, quoi». Tu vois? Ça fait tu vois, quoi? Donc tu évites tout un tas de choses Mmh. et donc il a fallu que je me débarrasse de cette carapace, définitivement, que j'arrête de parler en étant, dans la peau d'une personne malade, quoi. Et ça, c'était le truc le plus dur à faire pour moi. Mmh. Lâcher cette identité-là avec tous les avantages qu'elle t'avait procurés, quoi, finalement. Eh oui, parce que c'est quand on la lâche qu'on se rend compte qu'en fait, il y a plein d'avantages. C'est ça. Ah non, mais c'est hyper intéressant, ouais, effectivement. Ouais. Ce côté de pouvoir donc d'être plus léger, et tu disais, c'est intéressant aussi que c'est plus léger dans tous les sens du terme. Donc c'est plus léger Mmh. dans ta tête, dans ton émotionnel, parce que bon, tu trimbales plein de trucs, donc Mmh. et de décider vraiment de lâcher. Parce que je vois bien aussi cette image de: «Bon, j'ai lâché le caillou, mais je fais un tour sur moi et je le reprends quand même parce que il m'était familier ce caillou quand même». Et ça revient un peu à cette identité que tu disais, bah, c'est j'imagine que tu as tourné quand même quelques fois entre, je lâche l'identité et puis j'y reviens parce que quand même elle est sympathique cette identité aussi, elle m'apporte des trucs, donc que ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain en un claquement de doigts. Mmh. Oui, 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 ça, c'est important de le dire, hein. C'est un processus qui prend quand même un peu de temps. On peut se raconter tout un tas de trucs, même avec, les meilleurs outils du monde aujourd'hui. La plupart du temps, des changements fondamentaux, profonds comme ça prend quand même quelques mois, hein. Tu vois? Ça se fait pas comme ça. Il peut y avoir une prise de conscience qui fait qu'il y a un moment donné où on bascule dans autre chose, mais le temps que le corps s'approprie le changement, que l'esprit s'approprie toute une identité différente, qu'on ait des habits différents, tout un entourage, ça prend du temps ça, en fait, ça prend un peu de temps, donc c'est normal, c'est le temps de digestion. Mmh. Ouais, c'est ça, le temps d'intégrer la nouvelle identité en fait, de lâcher Et l'ancienne. Également. tout à fait, tout à fait, Mmh. OK. ouais. Et du coup, ouais, c'est intéressant parce que c'est petit pas et puis juste derrière, ben, se poser la question de savoir: «OK, qu'est-ce que du coup peut rendre mon avancement plus léger?»
c'est ça. pour que je m'accroche aux essentiels. Exactement. Et c'est vraiment, c'est en fait, on fait tout le temps un peu les 2 Mmh. et les 2 sont importants Mmh. et les 2 sont importants et ensuite, je dirais que la troisième étape, c'est de trouver et chaque personne doit trouver son propre rythme entre les 2, son propre style entre les 2. Parce que, tu vois, tu as des personnes, ils ont besoin de parce que c'est leur ils sont comme ça, ils ont besoin de quand ils commencent à faire une activité, ils y vont à fond les ballons Mmh. et 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 ils fonctionnent comme ça depuis longtemps, si tu veux, c'est eux, quoi. C'est leur mode de fonctionnement, par défaut, je vais dire. Ouais. Ben oui et et il y a un moment donné, tu peux pas leur demander, si c'est des hyènes, tu peux pas leur demander de devenir des tortues. Mmh. Non, c'est des hyènes, voilà. Donc donc il y a tout un travail d'acceptation aussi de qui ils sont naturellement et donc de leur propre style. Yes. Mmh. Et ensuite ce style, bien sûr, on peut l'adapter un petit peu, on peut l'assagir un petit peu, on peut le travailler un petit peu pour qu'il soit un peu plus équilibré peut-être. Mmh. Mais c'est important d'accepter son style et d'accepter son propre rythme, de se faire confiance, tu vois? C'est ça. Donc il y a aussi une notion de ouais, de rythme ou de, ouais, qui finalement est très propre à chacun. Donc finalement de se dire Ouais, il y a des personnes qui vont très vite rebondir et repartir comme en 40 quelque part et puis d'autres qui vont avoir un besoin d'un peu plus de temps. Enfin, tu dis la même chose aussi avec, des personnes qui ont besoin de dire que c'est dur 2 fois et puis c'est bon là, mmh, ils sont passés à l'étape d'après et d'autres qui ont besoin de le dire, 100 fois avant de pouvoir passer à l'étape d'après. Donc c'est vraiment, mmh savoir accueillir finalement les différents rythmes. et oui et ça, c'est très important parce que c'est pour éviter cette putain de culpabilité, la fucking culpabilité, parce que quelqu'un qui a un rythme de dire 100 fois ce qui va pas et puis ensuite passer à autre chose versus quelqu'un qui a besoin de se le dire que 2 fois, évidemment, si l'un se compare à l'autre, il va dire: «Ah, je suis une merde». Ouais, 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 je vois. Alors que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la personne qui a besoin de le dire 100 fois, moi, ce que je vais lui demander, par exemple, en tant qu'accompagnant, c'est: «OK, on va pas chercher à ce que ton objectif, c'est pas d'arriver à ce que tu le dises que 2 fois. L'objectif à toi, c'est que tu arrives à la prochaine fois que tu puisses le dire que 80 fois, par exemple». Mmh mh. Tu vois? Pour que ce soit un peu plus agréable. Mais on va pas changer l'essence de qui tu es, tu vois? Ouais, 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 ouais. Mmh. Tu vas pas lui dire, «Deviens un escargot» ou «Deviens un cachalot». Non, c'est pas possible, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Oui, finalement, c'est ça. Tu permets à la personne de, ben, on en revient à de pouvoir, lâcher un petit peu de ce qu'elle a l'habitude de faire pour tester quelque chose de nouveau quelque part, mais Mmh. sans avoir la culpabilité de se comparer à: «Ah, il faudrait ou je devrais, aller plus vite ou je devrais, être autrement». Finalement, Ouais, ben, c'est ça. fondamentalement, tu as affaire à un écureuil, ben, lui demande pas, d'être un poisson, quoi. Ou je sais plus c'était comment, la c'est comme Ouais, je sais plus, c'était l'histoire du poisson qui voulait grimper aux arbres ou je sais plus quoi. ouais, c'est ça, Tu c'est t'en ça. frustrais du coup de pas pouvoir grimper aux arbres, mais en même temps, tu es un poisson donc ouais, toi, tu es dans l'eau, quoi. C'est ça. Eh ouais et encore une fois, il y a tout un tas de il y a tout un travail d'appréciation pour qui on est, quoi. Mmh. D'appréciation pour qui on est, avec son fonctionnement, avec son rythme, avec son style, avec et puis dans la grimpe, par exemple, tu vois, tu as des grimpeurs, tu as des grimpeuses, c'est des bourrins. Ils grimpent en force Ouais, et ils grimpent vite, en force. C'est pas très beau à voir, c'est pas très propre, mais c'est leur style, quoi. c'est ça. Donc donc très bien, magnifique. C'est ton style, parfait. Fais de ton mieux pour grimper encore un peu mieux avec ce style-là, pour l'affiner peut-être un petit peu, peut-être pour l'arrondir un petit peu, mais c'est ton style. Et puis tu en as d'autres, c'est vraiment c'est des tacticiens, c'est des techniciens, tout est très propre, tout est très lent dans les mouvements et c'est magnifique à voir de l'extérieur. Là, tu vas pas leur demander de grimper bourrin, Ouais, ouais, voilà. c'est ça. Et ça
Finalement, utiliser les ressources de qui on est et donc tu parlais de cette notion d'accepter finalement l'essence de qui on est aussi, donc à travers ce processus-là. Mmh. De pouvoir, bah, voilà, je suis plutôt bourrin ou je suis plutôt, tacticien ou voilà, dans la lenteur, ben, OK, c'est d'arriver à soit d'arrondir si tu es un bourrin, d'un côté ou soit d'arrondir de l'autre si tu es, tacticien, de voilà, d'aller peut-être diminuer un trait ou mais sans jamais aller contre ta nature finalement. Oui, je pense que ça fait des ravages, notamment dans le domaine du développement personnel. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup de ravages et ça arrive que des personnes aient vraiment profondément envie, besoin de changer d'identité, tu vois? Mais c'est rarissime et ça demande une telle dose de courage, une telle dose d'abnégation pour renier qui on a été pendant tellement longtemps et Ouais. de s'accrocher avec tout un tas de enfin, c'est dur, quoi. C'est vraiment difficile. En fait, il y en a très, très, très peu qui ont le courage de choisir ce chemin-là C'est ça. et la plupart, ils ont pas besoin de ça, en fait. On n'a pas besoin de ça, la plupart du temps, on a besoin d'être plus à l'aise et d'accepter plus simplement qui on est et Mmh. tout va tout de suite beaucoup mieux, bizarrement. Mmh. Intégrer toutes les parts de qui on est déjà quoi, finalement. Ben, ouais, ça commence là, Mmh. ça commence là. Là, c'est pas sentir le mur quand on se prend, mais c'est se sentir soi-même Mmh. et ça aussi, ça peut faire mal, hein. Ah, ou pas. Ou pas. Un coup de déo. Super, écoute. Et donc aujourd'hui tu es, je sais pas, tu es dans cette phase, où tu as réussi à faire tout ce processus et de voir les différentes possibles et de pouvoir continuer et bah, d'être maintenant conférencier, accompagnateur et tout ça. Et et qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi ton pourquoi toi, Christophe? Je sais pas si ça fait peut-être un peu trop ésotérique, mais ça m'intéresse de savoir, bah, qu'est-ce qui fait que tu fais ce que tu fais avec qui tu es? Et ben, il y a plein de raisons Mmh. et je te remercie pour la question, mais il y a plein de bonnes raisons, mais hem, je fais ce que je fais parce que j'ai vu trop de personnes, j'ai croisé trop de personnes qui se plaignent de la vie qu'ils se sont eux-mêmes créée et je Mmh. trouve ça dramatique et terrible. Parce que j'ai croisé aussi trop de personnes avec la même maladie que moi, qui étaient en vie, mais qui étaient déjà morts parce qu'ils même en étant en vie, ils se plaignaient et ils avaient peur, ils avaient trop peur de ce qui allait arriver et donc cette peur prenait tellement de place dans leur tête qu'en fait, ça finissait par arriver et ils finissaient par tous mourir Mmh. et je trouve ça tragique et je trouve ça dommage, quoi. Donc ce qui m'anime vraiment, c'est d'accompagner les personnes qui ont envie à trouver leur justesse. Tu vois ce mot de cette justesse de vivre à leur sauce, à leur avec leur style, avec qui ils sont, avec leur histoire, avec leur parcours, mais qu'ils soient en paix avec ça, qu'ils soient apaisés avec ça, quoi, tu Mmh. vois? Et aussi, ouais, j'ai croisé trop de personnes qui sont déjà plus en vie, quoi, qui sont déjà plus là et précisément parce qu'ils ont plus d'envie, à commencer par là. Mmh. Plein de fois, et j'ai croisé beaucoup de personnes qui ont cette même maladie, et à qui je posais régulièrement cette question: «Qu'est-ce qui te fait envie toi en ce moment? Qu'est-ce qui te branche? De quoi tu as envie? C'est quoi ton prochain projet? Qu'est-ce que tu aimes bien faire?» Des questions à la con, toutes simples et leur réponse, pour certains, pour certaines, c'était des peurs. Mmh. C'était: «Ah bah Christophe, moi tu sais j'ai un prochain rendez-vous ORL la semaine prochaine et ça m'inquiète un peu parce que je ne sais pas trop si, il va y avoir de, la dysplasie, un cancer et tout, donc ça m'inquiète un peu» et donc je me rendais compte que même en leur posant une question très simple sur l'envie, ils Ça peut répondaient par leur peur c'est un peu et la réalité du terrain, de mon expérience, c'est que toutes ces personnes-là, sans exception, qui répondaient par de la peur, elles ont eu ce qu'elles voulaient, c'est-à-dire qu'elles sont toutes décédées aujourd'hui. mmh.
Mmh. Et ça, je trouve ça tragique. Après, tu vois, je peux pas obliger quelqu'un évidemment, à se tourner vers la beauté de la vie, vers la vitalité tout simplement. Mais je ferai tout ce que je peux pour que si je sens qu'il y a une petite envie de vitalité, d'aller mieux, d'aller vers un rêve et cetera, moi je ferai tout ce que je peux pour l'y aider évidemment, pour l'aider, pour Mmh. l'accompagner, si elle le souhaite, bien sûr. Ouais, c'est hyper fort du coup, c'est vraiment cette notion de reconnecter les gens à leur envie Bah ouais, que tu ouais, c'est ça. beh ouais, sur leur envie de vivre, qu'est-ce qui fait que tu as envie de vivre? Parce que j'en ai croisé beaucoup qui Par avaient la plus foi quoi, envie. en fait, c'est simple puis Ouais. sans la foi quand même, donc c'est Mmh. hyper hem et hem et toi concrètement, ben, justement tu dis que tu accompagnes est-ce que tu du coup tu accompagnes les personnes qui sont atteintes de la même maladie que toi ou en fait non, tu accompagnes, toute personne qui a envie de vivre et pas de survivre? J'ai presque envie de le résumer comme ça. C'est pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Oui, effectivement, j'accompagne toutes les personnes qui ont une envie et qui sentent que l'envie est là, mais que tout seul, ça patauge un petit peu, tu vois? C'est Mmh. qu'ils galèrent un petit peu, donc souvent, ils ont pas besoin qu'on leur dise exactement quoi faire et tout. Il y a besoin plus d'un coup de pouce, il y a besoin d'un temps d'inspiration et puis il y a besoin d'être capable d'échanger avec quelqu'un qui a un peu de profondeur aussi. Et il y a pas simplement besoin que de techniques, de méthodes, parce que c'est jamais les outils, OK? C'est ce qui se passe entre les hommes et les femmes qui est intéressant, tu vois? Mmh mh. Donc et donc oui, aujourd'hui, moi j'accompagne, c'est des particuliers, c'est des artistes, c'est des dirigeants d'entreprise aussi, c'est des profils finalement très variés, mais je me rends compte que c'est des profils de personnes ils sont déjà installés dans la vie. C'est-à-dire que, hem et ils sont pas dans de la survie, en fait, justement, tu vois? Mmh. Ils ont un toit, ils ont un petit peu d'argent et ils sont pas dans de la survie pure, quoi. Ils ont en fait, ça va à peu près. Sur papier, ça va bien. Ouais, sur le papier, ça va bien. C'est ça. Et après, c'est à l'intérieur qu'ils sentent un décalage et que du coup, ils ont envie Mmh de se reconnecter à la vie avec un grand V alors. et ouais, tout à fait, très juste. Mmh. Ouais, je vois bien. OK. Mmh. Intéressant. Et donc oui, donc finalement, c'est ça, c'est, les personnes qui viennent à toi, c'est ça, c'est des personnes qui sont en j'aime bien quand tu dis qu'ils viennent vers toi, pour cette notion de profondeur aussi, tu vois? Que c'est pas quelque chose et ça c'est je tu vois? Le terme coach de vie, Mmh. je trouve ça je trouve dans ton cas, on trouve que ça a vraiment une autre résonance qu'avec, Mmh. des coachs de vie, tu vois? Comme on en voit un peu partout maintenant, tu vois? Toi, c'est vraiment ce coach de vie, mais avec un grand V, quoi. Je t'apprends à vivre la vie avec un grand V et c'est cohérent avec qui tu es, en fait. Tu vois? Il y a vraiment cette notion de, bah, je te parle pas de la vie comme un truc conceptuel, je te partage, mon histoire, mon expérience et tu disais, c'est pas les outils qui font la Mmh. transformation au final, c'est qui tu es, toi, quand tu les accompagnes et quand tu es dans la co-création avec eux et dans l'interaction donc je trouve ça hyper puissant. Mmh. Bien sûr et puis j'irais même encore plus loin, c'est que je leur apprends rien du tout finalement. Ouais. Tu vois, je je partage rien du tout. Ça se fait naturellement parce Mmh. qu'ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils savent déjà. Ils savent déjà Bien souvent, ouais. et ils ont simplement besoin ce qui se passe, c'est simple, mais ils ont besoin d'être en contact avec une personne qui l'incarne un peu plus tout simplement. Et donc du coup, par un phénomène de résonance, bah, ça les fait se recentrer, se reconnecter à ça eux aussi et d'eux-mêmes, ils se disent: «Mais en fait, il faut vraiment que je fasse ça, quoi». Ouais, ça leur paraît une évidence du coup, ouais. Ouais, ouais. Ben oui, Ça ben oui, émerge naturellement. Mmh. ben oui, mais la plupart du temps, moi, j'ai pas besoin de leur apprendre quoi que ce soit. Et si de temps en temps, il y a besoin d'un outil, d'un machin, bien sûr, je peux leur donner, mais c'est rarement le sujet principal quand même, Ouais, tu vois? c'est ça, oui. Ouais,
Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est rarement la technique ou les outils qui font la magie Ben oui. d'une transformation en réalité, ouais. Mmh. Bah oui, c'est pas le baudrier, c'est pas la paire de chaussons. Alors évidemment, avec un baudrier, plutôt léger qui serre bien, c'est quand même mieux, tu vois? C'est sûr, Mais bon, après, c'est quand même le bonhomme qui est dans le baudrier, hein, qui est c'est ça important, quoi. qui fait la différence. Ouais, non, c'est sûr. OK. Ouais, ouais, ouais. Hem, écoute, là, ça fait un petit moment qu'on échange et j'aurais juste envie de te proposer comme mot de la fin ou comme pas comme mot de la fin, c'est pas comme ça que j'ai envie de le tourner, mais tu nous as partagé plein de choses. Je suis sûre que nos auditeurs auront pu vraiment en tout cas moi j'ai retenu plein de pépites de notre échange. Mais je me dis aussi voilà, si tu as envie de passer un message que tu aurais pas eu l'occasion encore de passer, ce serait quoi? Et qu'est-ce que tu aurais envie tu vois, de proposer concrètement aux personnes qui ont écouté cette interview? Bon, elle termine cette interview et qu'est-ce que tu aurais envie de leur proposer un questionnement, une action, j'en sais rien, mais pour appuyer ton message, quoi? Bah, j'aurais envie de te dire, la vie est courte, Mmh. mais tu as vraiment tout le temps. Pas mal comme paradoxe. Donc accroche-toi délicatement à ce qui te fait kiffer Mmh. et laisse béton tout le reste et fais de ton mieux pour profiter de chaque journée quoi qu'il arrive. Mmh. Parce que finalement tout ça, c'est pas si important, quoi. Voilà. Ce qui est important, c'est juste de vivre et c'est de faire de ton mieux, tout simplement. Ce sera ton mot de la fin, je présume, Chris? Ce sera mon mot de la fin. Je peux rajouter un poète-poète, mais bon, Non, mais c'est trop je suis trop contente de t'avoir eu voilà, comme invitée pour le podcast. J'ai vraiment, kiffé pour le coup notre échange. J'espère que nos auditeurs en prendront, autant, à l'écouter, que, bah, on a eu à interagir aujourd'hui toi et moi et donc merci beaucoup pour ce temps, d'échange, ensemble et puis, du coup, à très bientôt et merci pour ton partage. avec grand plaisir. Merci à toi Sandra. Merci beaucoup.